Le mythe de l'Atlantide est certainement l'histoire la plus fameuse que nous ait léguée l'Antiquité. Nous devons ce mythe au philosophe Platon, qui l'évoque dans 2 dialogues composés vers 360 avant Jésus-Christ, le Timée et le Critias. Les intervenants y parlent d'une île immense et riche, située au-delà des colonnes d'Hercule, Gibraltar, dans la grande mer de l'Ouest, à laquelle cette île a finalement donné son nom, l'Atlantique, qui pour les Grecs était la limite infranchissable de leur monde. Cette île lointaine est très curieusement en guerre contre la minuscule Athènes, brillait de tout l'éclat de sa civilisation 9000 ans avant le récit, ce qui nous plonge au tout début du néolithique, époque où l'agriculture en était à ses débuts et où il n'existait au mieux que des petits villages en Mésopotamie. On pensera plus tard à une erreur de copie et que l'époque était plutôt 900 ans après les personnages du récit, ce qui nous amène à 1500 avant Jésus-Christ, mais nous reviendrons plus tard sur ce point. Les Atlantes étaient de fabuleux métallurgistes, avaient construit des villes géantes, commerçaient avec le monde entier, avaient étendu leur domination sur l'Afrique et sur l'Europe, et avaient une telle obsession de la propreté qu'ils lavaient leurs troupeaux de vaches. En avance technologiquement sur les autres peuples, ils s'étaient élevés à un haut niveau de civilisation. Mais les dieux étaient jaloux d'une si éclatante réussite, et en parfait garnement, l'un d'eux, Poséidon, maître des mers et auquel on attribuait les tremblements de terre, fit basculer l'île au fond de la mer en une seule nuit. Platon nous rapporte que les Atlantes avaient fondé un empire autoritaire. Il s'étendait des côtes de l'Atlantique à l'est de la mer Méditerranée. Leur capitale, l'Atlantide, était une cité portuaire semblable à nulle autre, constituée de 3 cercles concentriques d'eau et de terre. En son centre s'élevait un temple en l'honneur de Poséidon, le dieu des mers, où les Atlantes lui sacrifiaient des taureaux. L'Atlantide comptait par ailleurs un extraordinaire réseau de ponts et de canaux unissant les différents îlots, tandis qu'un canal plus important reliait directement le temple à la mer. Tout cela prit fin tragiquement en l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit, lorsque des tremblements de terre et des tsunamis détruisirent la cité des Atlantes, qui disparut sous les eaux et la boue. Terrible leçon pour les mortels, conclut Platon. Mais le récit de l'Atlantide pose le problème de l'histoire sans preuve archéologique. Faut-il prendre cette histoire au sérieux ou considérer que, s'en servant comme fable moralisatrice, Platon l'a située exprès dans un lointain inaccessible où même les marins les plus intrépides se gardaient bien de naviguer? Depuis 1968 et l'exploration des fonds de l'océan Atlantique, nous savons que ce plancher océanique ne s'enfonce pas, mais se soulève au contraire. Il n'existe aucune trace archéologique nulle part d'une île ayant disparu dans cet océan, et Dieu sait si on a cherché. L'histoire, très célèbre depuis la Renaissance, excite à ce point les imaginations que des aventuriers ont cherché l'Atlantide sans la trouver, et on propose plutôt aujourd'hui de l'identifier avec des civilisations ayant péri dans le passé. La découverte de l'Amérique, par exemple, a fait penser que les civilisations amérindiennes, comme celle des Aztèques, étaient peut-être une ombre vague de ce continent perdu, mais l'Amérique ne peut être l'Atlantide pour la simple raison qu'elle n'a jamais disparu. Au cours de l'histoire, on a situé l'Atlantide dans des endroits tout à fait inattendus, comme l'île d'Heligoland, au nord de l'Allemagne, dans les profondeurs arides du Sahara, en Scandinavie, à Stonehenge en Angleterre, ou encore
dans les îles des Canaries qu'on n'atteint qu'après avoir franchi le détroit de Gibraltar. Hélas, ces îles Canaries étaient peuplées de tribus très primitives qui ne possédaient pas l'ombre d'une supériorité technologique quand Lancelotto Malocello les découvrit en 1312. Alors où donc était l'Atlantide? La proposition la plus sérieuse fut faite en 1968 par le professeur grec Spiridon Marinatos, lorsque celui-ci, grand spécialiste de la civilisation crétoise, se rendit compte que cette civilisation avait reçu un coup terrible à l'occasion d'un cataclysme à l'époque du récit corrigé de l'Atlantide. En effet, vers 1600 avant Jésus-Christ, le volcan de cette île dans la Méditerranée explosa littéralement, provoquant un tsunami d'une violence historique, puisqu'on estime que des vagues de 30 mètres de haut submergèrent les côtes d'alentour. Par comparaison, le tsunami dévastateur en Asie en 2004 avait des vagues de 4 ou 6 mètres, ce qui lui a suffi pour tuer 250 000 personnes. On a peine à imaginer les effets d'un tel cataclysme sur les civilisations de l'âge du bronze. Phase 4. Raging avalanches of rock and debris, known as pyroclastic flows. Evidence suggests that the volcano produced gigantic waves, 60 feet high. If people escaped by ship at the last minute, they never could have survived these tsunamis. Crète n'a pas sombré au fond de la mer, mais le souvenir d'une brillante civilisation urbaine soudainement frappée a pu se transformer en un mythe comme celui de l'Atlantide. Mais les Crétois ne disparurent pas complètement. Sonnés par ce coup, leur civilisation déclina jusqu'au moment où elle fut, cette fois pour de bon, détruite par un autre malheur, une invasion en règle et une destruction des cités par un peuple vorace et très belliqueux, celui de la guerre de Troie, les Achéens. Play it, Mr. Toot!